Alors, l'économie américaine, évidemment, elle a été touchée de la même façon que toutes les économies du monde par la crise du Covid. On a tendance un peu à utiliser pour l'Amérique une grille de lecture qui ressemble à celle d'un État-nation européen, en fait, souvent dans le débat français. Donc là, il faut savoir ajuster pour le fait que l'Amérique, c'est grand comme l'Europe, et qu'il y a des États très différents et que c'est une fédération d'États. Et que donc, du coup, ils ont un peu réagi chacun dans leur coin, en un sens, un peu de manière différente. Le Nord-Est a réagi très très différemment de New York, Boston, a réagi très différemment, par exemple, de la Californie, qui elle-même a réagi très différent du Midwest. Donc, toutes les grandes régions américaines ont réagi différemment et avec des sévérités de confinement plus ou moins fortes. En fonction, on l'a dit, des opinions politiques, mais aussi en fonction de ce qui était perçu comme pertinent sur le terrain, donc de façon très décentralisée. Et il s'avère que la décentralisation de ce pays est aussi quelque chose qui lui permet d'être assez résilient en un sens, parce que c'est évidemment, on est désorganisé quand on est décentralisé, mais on est aussi évidemment réactif et plus réactif aux conditions locales. Alors sur la croissance elle-même, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire une comparaison avec, avec ce qui s'est passé euh, avec ce qui s'est passé pendant la crise financière. Donc là, je partage mon écran et je vous montre un graphique avec deux lignes dessus. Il y a une ligne bleue et une ligne rouge. La ligne bleue, c'est le taux de croissance cumulé entre 2005 et 2006, 2007, 2008, etc., jusqu'à 2012, je crois, ou 13. Donc, la ligne bleue, c'est vraiment comment l'économie, la croissance américaine a réagi à la crise financière, avec le creux de la vague en 2009. D'accord. Donc, et puis après, ça remonte. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'évidemment, c'est une récession très forte, puisque en 2009, on se retrouvait au niveau de 2006, même en dessous du niveau de 2006. Donc, il y a eu plusieurs années de croissance de perdu, si vous voulez, pendant la crise financière. Et puis après, c'est reparti. Et donc voilà, donc on voit la violence de la récession. Ce qu'on voit aussi sur la ligne bleue, toujours pareil, c'est aussi la persistance de ce qu'on appelle un output gap, c'est-à-dire d'une perte par rapport au taux de croissance potentiel. Donc si on trace euh, une ligne fictive, je vais essayer de le faire avec la fonctionnalité Zoom, c'est pas, je ne sais pas si c'est évident, non, je ne sais pas comment faire. Mais si on trace une ligne fictive, est-ce qu'on voit ma souris là? Oui, tout à fait, oui. Oui. Donc, si on trace une ligne fictive qui longe la ligne bleue comme ça, là, on voit bien que après 2009, la ligne bleue est en dessous de ce qu'elle devrait être. Ça, c'est la perte de croissance potentielle. Et ça, c'est quelque chose que l'économie américaine n'a jamais rattrapé. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle un output gap persistant, c'est-à-dire que il y a une crise, on perd par rapport, après on reprend un taux de croissance qui était celui d'avant crise, mais on part de plus bas, donc du coup on a perdu quelque chose d'un peu permanent. Alors bon, après il y a débat sur savoir comment on estime cet output gap. Est-ce qu'il n'y avait pas trop de croissance avant, auquel cas bien sûr on surestime la pente, etc. Mais il y a cette idée d'une perte temporaire. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder ce qui se passe pendant le Covid. Donc ça, c'est la ligne orange. Donc, la ligne orange, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait le taux de croissance cumulé depuis 2016 de l'économie américaine, qui était donc assez fort, aux alentours de 2% par an, entre 2 et 2,5% par an, beaucoup plus fort qu'en France ou en Europe, de manière générale. Donc, taux de croissance élevé. Et donc, on voit la chute qui est beaucoup plus marquée pour 2020. Alors, pourquoi est-ce que j'ai des pointillés à partir de ce moment? C'est parce que c'est des prédictions, évidemment. C'est-à-dire que je n'ai pas encore les chiffres pour 2020, puisqu'on n'a eu que 3 trimestres de matérialisés. Donc, c'était les prédictions de septembre d'une enquête qu'on appelle le Survey of Professional Forecasters, qui est en fait qui est une espèce d'enquête qui est menée auprès de tous les économistes, les conjoncturistes, une grande partie d'entre eux, donc on est à peu près une vingtaine, et donc on a le consensus là, si vous voulez. Donc là, ça baisse. Donc là, on a une chute très très importante aussi de la croissance, aussi très très violente, plus violente encore que pendant la crise financière. Néanmoins, ce que prévoit et ce qu'anticipent les conjoncturistes américains, c'est une reprise de la croissance assez forte, de manière à venir fermer en quelque sorte un peu la output gap par rapport à. C'est pour l'instant ça qu'ils anticipent. Ils anticipent quelque chose d'assez brutal, mais de pas très long. C'est-à-dire qu'à la fin de 2021, on ne serait pas complètement sorti du bois, mais à la fin de 2022, on serait à peu près sorti du bois. Donc ça, c'est un peu comme ça
que les conjoncturistes qui suivent l'Amérique prévoient, anticipent les choses. Évidemment, parce qu'on dit toujours elle est très flexible, etc. Ce serait intéressant de faire la même comparaison avec l'Europe, bien sûr. Il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question. Il s'avère qu'on a publié récemment pour la Brookings une étude sur les faillites d'entreprises avec Robin Greenwood et Ben Iverson. Et donc, on s'attend, de même qu'on s'attend en Europe, à une hausse très forte des faillites. Pour l'instant, on ne la voit pas dans les données, mais on s'attend à ce que ça apparaisse. Simplement au vu du lien historique entre le taux de croissance de l'économie et le nombre de faillites. Donc là, je peux partager mon écran encore et vous montrer un graphique qui est extrait de cette étude. Il est là. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est là. Tac. Hop. Donc, je passe un petit peu en vitesse. Voilà. Donc là, je vous montre. C'est pas le bon. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Pardon. Donc ça, c'est le lien historique. Donc là, vous avez à gauche et à droite, c'est un peu le même genre de graphique. Mais en gros, ce que vous avez, c'est comme dans le trait bleu, vous avez les entreprises, le nombre d'entreprises qui font faillite chaque trimestre depuis 1980. Et le trait rouge, c'est le taux de chômage américain, qui est une donnée aussi qu'on a au niveau mensuel. En fait, ça, c'est des données mensuelles. Donc, vous voyez les fluctuations de l'économie américaine par le trait rouge pointillé. Donc, parfois, le chômage monte. Ça, c'est quand l'économie rentre en récession. Donc, chaque fois que vous avez une bande grise, c'est une récession. Donc, le chômage monte, il rebaisse. Et puis, vous avez tout à la fin du graphique, en 2020, premier trimestre, vous avez une hausse très, très forte du chômage. Donc, ça, c'est celle qu'on a observée partout. Donc, depuis, ça s'est un peu corrigé. Mais en gros, vous avez une espèce de saut dramatique comme ça du chômage qui vient évidemment des mesures sanitaires qui ont été prises. Et donc, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que le trait bleu et le trait rouge sont assez corrélés, aussi bien sur le panel de gauche que sur le panel de droite. Et ce que ça nous dit, ça, c'est qu'historiquement, il y a un lien entre les fluctuations du taux de chômage et puis les fluctuations du taux de faillite des entreprises. Donc, au vu de cette relation historique, on peut faire une espèce de prédiction de combien d'entreprises vont faire faillite. Donc, ce qu'on voit là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en 2020, il n'y a pas tellement de hausse, du nombre de faillites. Donc, vous voyez que là, il n'y a pas de faillite là, en 2020. Il n'y a pas non plus de hausse du nombre de faillites. Ça reste à peu près au niveau où c'était au cours des dernières années. Donc, on a le sentiment que ce n'est pas arrivé, mais ça va arriver. Donc, pour étudier ça et pour étudier les conséquences de ça, ce qu'on fait avec mes deux co-auteurs, c'est qu'on regarde, on regarde les banques, en fait. On dit, bon, bah voilà, ces entreprises ont emprunté de l'argent aux banques. Si elles font faillite, quel est le danger potentiel auquel font face les entreprises, les banques? Et la réponse, quand on regarde en détail le bilan des banques américaines, donc ça, on est capable de le faire aux États-Unis parce qu'on a les données aux États-Unis. En Europe, c'est caché. La Banque de France verrouille ça sous clé. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le bilan des banques françaises. Donc on opère complètement dans le brouillard. Mais aux États-Unis, on peut les regarder. C'est une donnée publique. Et quand on regarde l'exposition des banques historiquement au bilan aux prêts aux entreprises et puis aux faillites historiques, on voit que c'est minuscule, en fait. On voit que les banques ne souffriront presque pas des faillites d'entreprises qui sont à venir. Donc ça, c'est un peu la surprise vraiment principale de cet exercice, c'est que finalement, les banques, c'est dans tout le cas aux États-Unis et probablement, peut-être dans une moindre mesure, le cas en Europe, mais il y a forcément des différences. Les banques ne sont pas très exposées, en fait, auprès d'entreprises. Et les hausses de faillite qu'on peut attendre ne suffit pas à penser qu'on pourrait voir une baisse très très forte de leurs fonds propres. Donc les banques ne sont pas tellement en danger de ce côté-là. Il est probable que les banques sont plus en danger du côté des prêts hypothécaires. Et ça, c'est quelque chose qui va mettre plus de temps à se manifester. Les gens achètent des maisons, ils s'endettent auprès des banques. Il s'avère que c'est essentiellement à ça qu'on sont exposés les banques, surtout aux États-Unis. Le job d'une banque, c'est de prêter aux gens qui achètent des maisons. C'est ça que font les banques. C'est ça que font la plupart des banques. Un grand nombre d'entre elles ne gardent même pas ces prêts sur leur bilan. Elles le revendent ensuite à Fannie Mae et Freddie Mac, donc
entités publiques. Mais bon, elles en gardent quand même une grosse partie. Donc, une grosse partie du bilan des banques est quand même beaucoup des prêts immobiliers. Et ça, à dire vrai, on n'a pas encore un sens très clair sur quel va être l'impact de la crise du Covid sur les prêts immobiliers. Pour l'instant, le chômage n'est pas suffisamment important qu'on attende une vague énorme de défauts similaire à celui de la crise de 2009. Il faut savoir aussi que les banques arrivent dans la crise du Covid beaucoup mieux capitalisées qu'en 2009. Et donc, du coup, elles peuvent très bien absorber des pertes sans que ce soit forcément aussi dangereux. Ce graphique, c'est donc obtenu à partir d'un site web que vous connaissez probablement peut-être, qui s'appelle Fred, hein, fédéral. C'est donc maintenu par la Banque fédérale, Réserve fédérale du Missouri, à Saint-Louis. Et c'est un graphique très très bien fait, c'est un site web très très bien fait parce qu'on peut l'interroger sur des séries macro du monde entier, notamment c'est une très bonne façon de regarder les séries françaises de manière assez paradoxale, beaucoup plus pratique que le site de l'INSEE, il s'avère. Et donc, on peut un peu interroger ce site web et lui demander de voir différents graphiques. Donc là, ce que je lui ai demandé, c'est la part des salaires dans la valeur ajoutée aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Donc, on voit une baisse séculaire assez lente depuis les années 40. Donc, c'est la part des salaires de la valeur ajoutée dans le secteur non agriculture, hors agriculture, et puis hors aussi administration publique. Donc, c'est vraiment le secteur privé. Donc, il y a une décroissante lente, progressive, hein, qui est une érosion assez lente de partage de la valeur ajoutée, qui peut être liée à plein de choses, mais qui est en particulier liée simplement à la réduction de la part de gens qui sont employés par eux-mêmes, qui sont des gens qui sont des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, où là l'allocation des revenus entre capital et travail n'est pas très facile à faire. Et depuis 2000, on a un très fort décrochage de la part des salaires dans la valeur ajoutée entre le début des années 2000 en fait et les années 2010. Donc ça, c'est un décrochage très très net. Donc cette baisse séculaire, elle est déjà un peu discutée dans la littérature, mais depuis 2000, on a vraiment une chute très très forte. Et puis ce qu'on observe aussi, c'est à la fin de la période, en 2020, soudain un choc très très fort de la hausse de la part des salaires de valeur ajoutée. Donc ce choc à la hausse très très fort, il est un petit peu artificiel. Il vient simplement du fait que l'économie s'est contractée énormément pendant la pandémie, et notamment au printemps, comme en Europe. Et donc, du coup, il y a eu tout un tas de dispositifs. Les entreprises ont continué à payer leurs salariés. Donc, le PIB s'est effondré, mais la masse salariale est restée intacte, ce qui a donné cette espèce de petit saut qui est temporaire de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Donc, ça, il ne faut pas trop le regarder. En revanche, évidemment, cette baisse très très forte, elle est commentée abondamment et elle est souvent liée à la question elle est souvent connectée assez directement à la question de la hausse du pouvoir de marché des entreprises. Donc, il y a un gros débat, une littérature qui est assez vivante et récente, de gens, notamment en macro, mais aussi en organisation industrielle, qui cherchent à établir le fait que les entreprises sont plus comme des monopoles maintenant qu'avant. Il n'y avait pas tellement de pouvoir de marché, il y avait de la concurrence dans les années 80, 70, 60. Maintenant, il n'y a plus de concurrence, tout est concentré. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un monde comme ça? Les monopoles se constituent, ils rationnent l'offre, ils font monter les prix. Du coup, le rendement du capital augmente simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc ça, c'est discutable à plusieurs niveaux. C'est d'abord discutable parce que quand on observe ce graphique, cette déformation du partage de la valeur ajoutée, il peut arriver pour plein de raisons. Par exemple, une raison, c'est qu'on remplace les emplois de gens par des machines. Donc, si on remplace les gens par des machines, avant on payait des gens, avant on donnait $1 à des gens pour faire, je sais pas quoi, des saucisses. Maintenant, on donne $1 à des machines
à la place, à des gens qui permettent d'acheter des machines, donc à des capitalistes, pour faire le même nombre de saucisses. Et donc mécaniquement, quand on substitue du capital au travail, ce qui semblerait s'être passé depuis le début des années 2000, en particulier en version accélérée, sans forcément qu'il y ait d'augmentation du pouvoir de marché, on peut observer une réduction du partage de la valeur ajoutée, simplement parce que le progrès technique remplace des gens par des machines. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est qu'il y a plein de secteurs aujourd'hui où c'est pas très facile de mesurer exactement quel est le coût de production. Donc, comment est-ce qu'on mesure qu'il y a du pouvoir de marché, que les entreprises sont des plus gros monopoles? Simplement, on regarde l'écart entre le prix de vente et puis le coût de production. Or, comment mesurer le coût de production? Ça, c'est pas très très simple. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand on utilise du capital, il faut louer ce capital à des capitalistes qui vont payer un prix du capital. Quel est ce prix du capital? Il s'avère que les économistes ne savent pas du tout comment le mesurer. C'est très compliqué. Il faut connaître la prime de risque. Donc, quels sont les investisseurs? Combien demandent les investisseurs par unité de risque en termes de rémunération? Ça, on ne sait pas très bien le mesurer. Donc, on ne sait pas très bien mesurer le coût de production. Quand Google vend un service de recherche sur Internet ou un service de pub, quel est son coût de production? On ne sait pas. Donc, comme on ne sait pas bien mesurer les coûts de production, notamment parce qu'une grande partie des coûts sont fixes, une partie des coûts sont variables, mais dans les nouvelles technologies, une grande partie des coûts sont fixes. On développe la plateforme, après on l'utilise. On ne sait pas très bien comment attribuer les coûts variables et les coûts fixes. Par exemple, on pourrait très bien avoir une très forte marge sur coûts variables. Par exemple, on peut vendre de la pub sur Internet sans coût, quasiment unique, mais bon, il a fallu évidemment faire beaucoup d'investissements pour mettre la plateforme en route. Et du coup, il faut avoir une vision plus dynamique du rapport coût-bénéfice d'un investissement en entreprise que dans l'économie traditionnelle. Pour toutes ces raisons-là, on n'a en fait pas tellement de preuves, même si on observe, et c'est incontestable qu'il y a une déformation très très forte du partage de la valeur ajoutée, on ne sait pas très bien pourquoi. La vérité c'est qu'on ne sait pas très bien pourquoi. La hausse du pouvoir de marché des entreprises, c'est probablement vrai dans certains secteurs où c'est très facile de mesurer le coût de production, les télécoms, le transport aérien, par exemple. Donc ça, aux États-Unis, ça a été documenté dans un livre de Thomas Philippon qui a fait du grand bruit. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est un vrai phénomène macroéconomique qui est capable d'expliquer la déformation du partage de la valeur ajoutée? Probablement pas. Le jury reste ouvert. Mon sentiment, c'est que probablement pas.